voyez, donc on voit très bien, très nettement dans cet extrait, même quand on voit tout le film, c'est un très long film. Il faut dire aussi que Kevin Costner a été le producteur aussi et le présentateur d'une série documentaire en de nombreux épisodes qui s'appelait 500 Nations en anglais, où il présente l'histoire, c'est un documentaire passionnant, moi je l'avais regardé en entier, sur l'histoire des Amérindiens et des tribus autochtones en Amérique, c'est passionnant. Donc, bon, c'est pour vous dire que c'est vraiment des crétineries. Là, on voit très bien que ce sont au contraire les Indiens qui initient Kevin Costner dans le film. Vous voyez, ils lui apprennent comment s'accroupir, ils les regardent à droite à gauche pour comprendre. Pareil, ils lui disent quand il doit se retirer, etc. J'en reviens maintenant à la névrose propre à Youssef Boussouma, qui projette sa propre mentalité bourgeoise raciste sur les sionistes, qui, dit-il, prétend-il entendre voler jusqu'à l'âme des Palestiniens en s'habillant comme eux, qui, d'après lui, est une habitude de colon. C'est pas vrai du tout. On n'a pas ça dans toutes les colonisations. En Afrique, par exemple, les colons s'habillaient de manière coloniale, c'est bien connu, et pas du tout comme les Africains. Donc, ce sont des grosses conneries. C'est vraiment, on est dans la pure, le pur délire fantasmatique, paranoïaque. Et pour démontrer que les sionistes n'ont jamais apporté la civilisation ni la modernité aux Arabes, ce qui a en fait un pur fantasme julevernien de Herzl dans Altneuland et qui n'a jamais correspondu à ce qui s'est passé concrètement sur les lieux, même entre juifs et arabes. Les juifs n'ont jamais dit nous apportons la civilisation. Il y a eu des sionistes, des premiers sionistes qui ont pensé comme ça, mais concrètement, avec les vagues d'immigration en Palestine, c'est pas ça qui s'est passé. Premièrement. Deuxièmement, il commence par montrer des Arabes habillés en bourgeois européens. Et là, il est tout content. Et il veut montrer, dans son propos, Youssef Boussouma, que les Juifs n'ont rien apporté aux Arabes, et surtout pas la civilisation européenne et les bienfaits de la civilisation européenne, et il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de tenir, par une sorte de discours en revers de son propre discours anticapitaliste et anticolonialiste et anti-impérialiste, un discours en faveur de la bourgeoisie. C'est-à-dire que les Arabes étaient des développés, c'était des bourgeois. Et c'est là qu'il va avoir ce lapsus quasiment extravagant, il va dire que c'était pas de vagues bédouins. Écoutez, vous allez l'écouter, il va se reprendre du coup parce qu'il s'aperçoit qu'il vient de dire une grosse connerie. Voilà. Donc tout à coup, il ne s'agit plus de déguisement, il ne parle plus de déguisement, lorsque les Arabes s'habillent en Européens modernes, la bourgeoisie arabe, évidemment, la bourgeoisie palestinienne, mais de triomphe social, et il en est très fier. Il est très fier de ce triomphe social qui est le fait de s'habiller en bourgeois et de vivre à la bourgeoise. Vous allez voir ce que c'est que les photos des Palestiniens bourgeois, c'est-à-dire en effet ce sont des bourgeois européens, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de plus pitoyable et méprisable dans le fait d'être un bourgeois, évidemment. Mais là dont il est très fier et qu'il accompagne d'un mépris très mal dissimulé à l'égard de ce qu'il appelle le vague bédouin. Ce qui se passe en Palestine et ce qui va être ressenti, c'est que les Palestiniens, finalement, avaient un mode de vie qui était pas si éloigné que cela de l'Occident. Enfin, je m'explique. La Palestine n'était pas du tout cette terre marécageuse dont on parlait. C'était une terre où il y a des villes. On ne parle jamais des villes en Palestine. Mais c'est une terre où il y a des villes très importantes. Des villes très importantes. Ce ne sont pas des petites villes. Yafa, Haïfa, Raqqa, ce sont des villes importantes. Qui connaissent l'Occident aussi bien que les Occidentaux. D'ailleurs, il y a des photographies qui sont tout à fait étonnantes de l'entre-deux-guerres. On voit des familles de la bourgeoisie palestinienne, mais qui sont absolument très très proches, même dans leur mode de vie, d'autres Occidentaux. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui va être particulier à la Palestine, c'est qu'au moment où une bourgeoisie palestinienne se constitue, une bourgeoisie arabe en général, hein, en termes de classe, au moment où une bourgeoisie palestinienne, une bourgeoisie arabe, au début du XXe siècle, eh bien, aspire, comme toutes les bourgeoisies du monde d'ailleurs, à prendre les rênes, d'États nationaux et à jouer leur rôle de bourgeoisie, quoi qu'on en pense, c'est à ce moment-là qu'un mouvement sioniste arrive et dit « dégagez de là, c'est nous ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on n'a pas affaire à des populations. La différence en termes de socio-technique, on va dire, entre les Palestiniens et les sionistes qui arrivent n'est pas si grande que cela. Elle n'est pas du tout si grande que cela. Il y avait en Palestine, d'ailleurs on va le voir, il y a des tas de photos qui vous le montrent, notamment dans l'excellent livre de Khalidi Avant leur diaspora, livre de photos qui est extraordinaire. Et on le voit bien en Palestine, dans les années 20, des années 30, il y a des écoles professionnelles, il y a des clubs de foot, il y a tout cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des populations, à quelques vagues bédouins, comme on l'a vu.
quoique les Bédouins ont parfaitement le droit d'être vagues Bédouins, de toute façon. Hein, la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a accentué cet aspect pour montrer le mouvement sioniste comme étant un mouvement de modernité, cette fameuse modernité, ce qui ne serait pas du tout une justification, on est bien d'accord. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui va être ressenti comme d'autant plus terrible par la bourgeoisie palestinienne, mais aussi les autres catégories de population. Et il va y avoir donc cette union contre le projet sioniste aussi, à cause de cela. Voilà, mon cher Youssef, tu viens de te tirer une balle dans le pied parce que tu montres d'une part que tu es très admiratif du mode de vie bourgeois et t'as beau faire toutes les dénégations du monde, tu n'as rien compris à cette question-là, évidemment, et puis bon, on va parler spontanément de vagues bédouins, ça en dit long. Ça en dit long sur l'inconscient raciste de l'idéologue antisioniste. Ils sont tous pareils, hein, c'est pas propre à Youssef Boussouma, rassurez-vous, c'est typique de ce genre de discours. Où le pire côtoie le pire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Dans l'inconscient de ces gens-là. Voilà. On comprend donc l'imbroglio du type qui compose sa brillante analyse des luttes de classe en Palestine d'après des photos de famille, d'une part, et qui, dès qu'il prononce le mot bédouin, ne peut s'empêcher de projeter son propre mépris raciste. Autre exemple, toujours, parce que là, il faut enfoncer le clou, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les Bédouins. Je ne les connais pas. Enfin, si j'en avais croisé quand j'étais allé à 13 ans ou à 14 ans ou à 17 ans en Palestine. À l'époque, on avait encore le Sinaï appartenait encore à Israël. Et donc, j'étais en famille vers un tour dans le Sinaï. Et puis, il y avait les Bédouins qui proposent aux touristes de monter sur des chameaux. Donc, j'ai même des petites films Super 8 où on va monter sur un chameau. Donc, j'ai croisé des Bédouins en Palestine. Voilà, comme j'ai croisé des Inuits au Canada, qui étaient clochardisés, malheureusement. Voilà, ils ont leur sauce royale eux aussi, et les Juifs le savent. Les Juifs le savent, c'est ça le grand problème, figurez-vous. C'est que cette idée de cette propre source et de la source royale, c'est aussi une idée juive. Bon, je ne vais pas le développer maintenant, mais c'est une idée profondément juive. Et ces imbéciles d'idéologues antisionistes, s'ils en avaient conscience, ils comprendraient finalement qu'ils ont tout intérêt, que les Palestiniens et les musulmans ont tout intérêt à faire un pacte d'amitié, pas d'amour, mais d'amitié avec les Juifs, avec le judaïsme. Parce que ce qu'il y a de noble aussi chez eux, c'est aussi quelque chose qui, d'une certaine manière, leur a été légué par les Juifs, par le judaïsme. Ce qu'il y a de noble dans l'islam, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a de noble dans l'islam ne vient que du judaïsme, mais il y a aussi de très belles choses dans l'islam qui viennent aussi des sources juives. Et un musulman cultivé, un musulman spirituellement conscient et lucide le sait. Ça ne veut pas dire que tout vient du judaïsme, que tout ce qui est beau dans l'islam vient du judaïsme, pas du tout. Mais ça veut dire que ce qui vient du judaïsme dans l'islam est aussi d'une grande beauté. Et donc ça devrait prévaloir dans les relations entre les musulmans et les juifs. Et là, c'est pas le cas. Pourquoi? Ben voilà, à cause d'imbéciles comme Youssef, mon ami Youssef. Je le dis avec tendresse parce qu'il se trouve qu'en arabe, c'est le prénom de mon père, qui s'appelle Youssef en hébreu, Joseph en français. Alors on va voir, voilà, pourquoi je le traite d'imbécile, ben voilà, pour ça. Pour ce que je montre maintenant aussi. On connaît très peu cette photo, donc voilà, j'ai trouvé, voilà, bah lui aussi, il aspirait. Donc on voit comment il est habillé, donc on est dans l'entre-deux-guerres, voilà. C'est ça les Palestiniens, donc c'est ça que les sionistes appellent des sauvages, quelques bédouins qui errent en Palestine. Enfin, je n'établis pas d'échelle de valeur, encore une fois, ils sont habillés à l'occidental, j'en fais pas un critère de droit à la vie ou pas, hein, par rapport aux Indiens. La question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette bourgeoisie palestinienne, lui, il fait partie de la bourgeoisie palestinienne, hein, eh bien, elle est aussi liée. Donc il y a un sort commun. Il y a un sort commun, c'est toute une société qui va disparaître. C'est toute une société qui va disparaître. Donc l'argument sioniste disant qu'ils apportaient là-bas la révolution, comment le développement, etc., est un mensonge total. Les Palestiniens n'avaient absolument pas besoin des sionistes pour se développer. Si tant est que ce soit un argument, évidemment, ça n'est pas un. Voilà. Toujours est-il que c'est comme ça que les sionistes vont pouvoir prospérer à l'ombre de l'Empire britannique, et pas autrement. Voilà, je rappelle que, je l'ai dit la dernière fois, c'est précisément cette bourgeoisie palestinienne qui a fui volontairement, cette classe aisée donc, de la population palestinienne, qui a fui volontairement les combats de la guerre civile en 1947, après le refus du plan de partage par la Ligue arabe, par les Arabes, et qui va constituer le premier flot d'exilés, qui étaient des exilés que Jihan Sfer qualifie de touristiques au Liban. Ils étaient considérés comme de riches touristes en arrivant au Liban. Ils ne reviendront pas en Palestine, évidemment, puisque la guerre va se déclencher, qu'ensuite ils n'auront plus le droit de revenir. Alors, je veux ouvrir une petite parenthèse maintenant pour évoquer les rapports
Voilà, j'en ai terminé avec, je vérifie, oui, avec Youssef Boussouma. Non, je le reciter encore un petit peu une fois, mais je voudrais ouvrir une parenthèse maintenant pour évoquer les rapports entre juifs et arabes, qui ne correspondent absolument pas à son délire à lui, hein, monolithique, comme ça, complètement figé. En Palestine, des rapports qui furent complexes, variés, et qui varièrent à la fois dans le temps, en allant vers un durcissement causé indéniablement par l'intransigeance arabe, de régler le problème, et de s'entendre avec les juifs, l'intransigeance arabe quand je dis l'intransigeance arabe, c'est des leaders arabes, hein. On ne demandait pas tellement leur avis à la population, mais des dirigeants arabes, palestiniens ou des pays alentours, qu'on la légitimise ou pas, cette intransigeance, mais elle était là, elle est historiquement indéniable, et elle a amené le conflit dans un durcissement. Première chose, et selon les aspirations idéologiques des uns et des autres. C'était pas la même chose, les vagues d'immigration sionistes n'étaient pas les mêmes, c'était pas les mêmes personnes, c'était pas les mêmes générations, ils n'avaient pas le même fond culturel ou socio-culturel. Il y a ceux qui arrivaient de Russie, c'était pas les mêmes que ceux qui arrivaient des pays d'Arabes, ils pensaient pas du tout le monde de la même manière. Et donc les rapports entre les juifs et arabes ont beaucoup varié selon ces vagues d'aspiration, selon ces vagues d'immigration, et selon les aspirations idéologiques des uns et des autres. Et selon les vagues, donc, je vous le dis, des migrations sionistes successives, qui se sont succédées sur 50 ans, qui étaient très différentes, et qui étaient parfois même violemment opposées entre elles, jusqu'au bord de la guerre civile, entre juifs, tellement ils s'entendaient peu dans leur manière de concevoir non seulement la Palestine, mais le monde, et les rapports à l'intérieur d'une société, et la manière de créer cet État. Et y compris quant à leur conception de la cohabitation avec les Arabes. Parce qu'il y avait aussi des sionistes qui disaient il faut cohabiter avec les Arabes, il faut partager un État binational. C'était des idées qu'on trouvait déjà. Pas chez les Arabes, chez les sionistes, chez certains sionistes, qui ne furent pas la majorité en effet, mais qui avaient déjà ce genre de soucis et d'idées en tête. Comment régler le conflit? Comment ne pas reconstituer en Palestine une société de domination du juif sur l'arabe, comme nous on a été dominés par les Polonais, par les Européens depuis 2000 ans.